Normalement, oui. On va voir. Normalement, le live est parti. On va attendre que tout le monde se connecte. Voilà, il y a plusieurs personnes qui arrivent. Salut tout le monde. Bonsoir Elena. Déjà une participante. On va attendre que tous se connectent parce que c'est la première fois. Salut Sylvie. Ouais, bonsoir Sylvie. Bonjour. C'est la première fois qu'on utilise ce super logiciel. Voilà, donc on espère que ça fonctionne bien, que ça fonctionne sur la page de Thomas et que ça fonctionne sur ma page pour ce live. Bonsoir Patricia, salut Anaïs, Mala, Caroline, Christine. Voilà, ça fonctionne. Ouais, ça commence à venir, c'est top. Hein. Voilà. C'est top, bon. top. Merci de me retrouver. Attends, tu sais quoi, on va essayer tout de suite. Comme ça. Voilà, et là c'est plus intéressant. Voilà. Tout fonctionne, les amis. Tout le monde arrive. Salut Isabelle, Hélène, Marie-Cécile, Carole, Angélique. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. On espère que vous avez la forme. Ça commence à venir de partout. C'est ça. Voilà, ça arrive, tout le monde arrive. Bon, c'est bien. On espère que on va passer une heure sympa ensemble, tous ensemble et toutes ensemble. Je suis content de faire ce live avec mon grand ami Thomas ce soir. C'est la première fois qu'on fait ça tous les deux. Hein. Moi aussi, hein, extrêmement ravi et voire même ému quand même de faire ça avec mon meilleur ami Guillaume parce que il y a quelques années, on en rêvait quand même de pouvoir mener à bien des projets communs. Ouais. Et ce soir, ça en fait partie. Et moi, franchement, ça me touche énormément qu'on réalise ça ensemble. C'est un premier live d'une longue série, j'espère. En tout cas, moi, je suis hyper heureux ce soir. Donc, merci d'être là, de nous écouter. Merci les amis, en tout cas, d'être là. Je vois que vous êtes nombreux et nombreuses. Alors, voilà, c'est parti. On va commencer. Je vois qu'il y a du monde. Merci les amis. Alors, vous pouvez intervenir au fur et à mesure hein, du live. Nous, on peut lire là les commentaires qui s'affichent et puis on va évoquer différentes thématiques autour du déconfinement. Mais on pourra de temps en temps prendre vos remarques ou alors des questions pour les afficher pour tenter soit y répondre, soit en tout cas y réagir. Voilà. Ouais. N'hésitez pas à interagir, poser des questions. Bon, je sais pas Thomas, on peut peut-être se présenter parce que là, normalement, nos deux lives fonctionnent. On a essayé une nouvelle formule sur ta page et sur la mienne en même temps. Donc, on a nos deux communautés qui se rejoignent. C'est génial. Ouais, on peut peut-être se présenter. Vas-y, à toi l'honneur, mon ami. Alors, je me présente brièvement parce qu'évidemment, on ne va pas passer l'heure à se présenter. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Thomas Samut. En plus d'être le meilleur ami de Guillaume, bon, je m'avance peut-être un peu, mais j'ai commencé ma carrière professionnelle en étant entraîneur sportif, entraîneur de nageurs. J'en ai amené certains au niveau mondial et aux Jeux Olympiques. Et par la suite, je suis devenu formateur en entreprise. Et puis après, j'ai remis un pied dans le monde du sport, cette fois-ci en étant préparateur mental. Et le Cercle des nageurs de Marseille m'a ouvert ses portes en 2009. Et puis, voilà, j'ai eu l'occasion, avec Romain Bernier, le manager général du Cercle des nageurs de Marseille, de mettre en place une méthodologie, une sorte de philosophie qui était unique au monde, en mettant en avant l'épanouissement personnel des nageurs avant de s'intéresser au simple physique. Donc voilà, j'ai eu la chance pendant cette décennie d'encadrer des champions d'exception comme Florent Manodou, Camille Lacour, Frédéric Bousquet qui était en live la semaine dernière avec moi. Donc voilà, on s'est régalé à mettre en place cette méthode. D'ailleurs, on le fait toujours, hein, avec toujours autant de résultats. On est devenu le premier club du monde. Et c'est vrai qu'au début, quand on a mis cette dynamique-là en place, c'est vrai qu'on a fait rire beaucoup, on a fait rire le sport français. Car le sport français nous disait qu'est-ce que le bien-être ou l'épanouissement personnel vient faire dans le sport. Et puis voilà, 10 ans plus tard, on a gagné plus de 150 médailles internationales avec une vingtaine de nageurs différents.
Bref, voilà, on est devenu aussi champion d'Europe avec le water polo. J'ai encadré aussi l'OGC Nice, le club de foot. Excuse-moi, pour revenir excuse-moi, je te fais juste une parenthèse, Tom, pour discuter à bâton rompu. Pour revenir quand même à ce que tu as fait à Marseille avec les nageurs, tu n'en as toujours eu rien à faire, toi, de la compétition. Il faut le rappeler ça, hein, parce que peut-être que les gens... Et que ton seul leitmotiv, c'était que les gens s'amusent et soient heureux dans leur vie, hein, dans leur vie extérieure. C'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'on a... Ouais, mais c'était ça en fait qui était intéressant quand on a mis ça en place à Marseille. C'était un peu un laboratoire, hein, on ne savait pas du tout où ça allait nous mener. Mais quand on a parlé de rendre heureux les gens et quand on se focalisait là-dessus, moi c'est vrai que je parlais quasiment pas de performance sportive. Franchement, gagner des centièmes, pour moi il n'y a aucun intérêt ou être meilleur qu'un tel. Je pense qu'on en parlera ce soir. La compétition divise les gens et je suis vraiment contre toute forme de compétition, si ce n'est juste le but d'être meilleur tous les jours que la veille. Moi, par exemple, voilà, je me lève le matin, je me dis, bah, tiens, j'aimerais bien apprendre des choses pour être encore meilleur que la veille, mais ça va pas au-delà. Hein. Enfin, voilà, toute forme de compétition, je bannis ça. Voilà. Et puis, donc voilà, j'ai encadré beaucoup de sportifs, des champions olympiques, champions du monde. Et puis, depuis quelques années, 5 ans maintenant, je suis aussi conférencier en entreprise où voilà, j'amène les managers essentiellement à se re-questionner sur la pédagogie, sur le monde managérial, comment faire pour que les personnes en face d'elles, hein, les collaborateurs, les salariés, puissent vivre avec mieux en fait leur statut de salarié avec bien plus de bienveillance qui n'existe aujourd'hui. Donc voilà dans les grandes lignes mon parcours. Je laisse la parole à Guillaume qui va se présenter à son tour. Bon, bah voilà, moi c'est une carrière de musicien que j'ai embrassée pendant 15 ans. Et puis maintenant, ça fait 4 ans que je me donne vraiment pour les animaux, pour la planète. Et puis que je fais beaucoup de conférences, animaux, humains, planète, ces 3 causes étant liées, donc c'est quelque chose qui vraiment m'est cher. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être le moment sur cette planète de travailler autant, on va en parler ce soir, l'écologie intérieure, c'est-à-dire le travail intérieur, voilà, cette paix, ce bonheur auquel nous aspirons toutes et tous, et puis autant que l'écologie extérieure, parce que peut-être que notre mauvaise santé mentale et physique aujourd'hui n'est que le reflet de cette santé déplorable de cette planète, des écosystèmes. Donc voilà, j'ai écrit ce livre, Un cri pour la terre. D'ailleurs, j'ai nos 2 livres. Alors, on va expliquer pourquoi on est ensemble et ce qu'on a fait ensemble. J'ai écrit ce livre, Un cri pour la terre. J'ai fait beaucoup de conférences dans le but, voilà, dans l'amour et dans la bienveillance, sans jugement aucun, sans culpabilisation. En tout cas, sans cet esprit vraiment de forcing. Le but est de sensibiliser les gens en touchant leur cœur, parce que pour moi c'est ça qui est très important. Alors on doit dire, comme je dirige l'association Happy Earth Now avec des amis, on doit dire que tu fais partie de l'association Happy Earth Now et que tu as fait beaucoup de choses avec moi depuis My Life the Cage. D'ailleurs, Camille Lacour, le nageur Camille Lacour est venu dans My Life the Cage grâce à toi, hein. Oui, et que tu fais partie de cette aventure, parce qu'on fait beaucoup de choses ensemble depuis un paquet de temps, puisqu'on partage énormément de valeurs autour des animaux, de l'humain, de la planète, y compris même sur un plan sociétal en général. Bien sûr. Voilà. Je présente, j'en profite tout de suite avant qu'on raconte un petit peu plus de choses. On a 2 livres à vous présenter, voilà, à vous offrir. Voilà. Alors mon livre, il y a un certain évidemment dans ma communauté qui le connaissent, Un cri pour la terre, animaux, humains, planète, et le livre de Tom, voilà, Un cancre dans les étoiles. Voilà, son parcours, c'est vraiment c'est ludique, c'est vachement bien, c'est adressé à tout le monde, hein, pas seulement aux sportifs. Hein. Ça, c'est des clés pour être plus heureux dans sa vie, tout simplement. Encore une fois, là, on parle pas de compète, on parle pas de performance, on parle de Tom, c'est un pro du bonheur, en fait. Et il m'a beaucoup aidé d'ailleurs quand je faisais de la scène à arrêter de stresser quand on montait sur scène, quand j'étais musicien, etc. Je sais pas si tu te rappelles. Hein, ouais, on avait fait quelques coaching à la maison. Ça remonte, c'est vieux tout ça. C'est vieux. Et alors, voilà. Et on vous proposait de vous offrir un exemplaire. Voilà. La seule chose qu'on vous propose, eh bien, partagez ce live, partagez-le sur votre page en public. Et il y a Mélissa, Léonie,
Sarah et Hélène qui sont derrière ce soir, et puis qui tireront au sort quelqu'un qui a partagé. Voilà. Et on vous offre un exemplaire du livre. Comment t'as vu? Pas de téléphone. C'est le téléphone de ma compagne qui est branché sur l'ordinateur. Ah, ok. Donc voilà, expliquons un petit peu peut-être notre parcours, vite fait, je veux dire tous les deux, pourquoi on en est là, ce qu'on a fait ensemble, c'est peut-être le moment de le dire, de faire des coming out. Alors, coming out, je pense que ça va en faire rire plus d'un. En fait, je pense notre parcours, il est un peu atypique. On s'est rencontrés, Guillaume et moi, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. Donc, on était vraiment gamins. Moi, je devais avoir même pas une vingtaine d'années. Et on s'est rencontrés dans un cadre assez particulier. C'est que le leader de la chaîne que vous avez en face de vous était, on peut le dire, maître nageur. Il a appris à nager aux enfants. Florent Manodou, on peut le dire. Je lui ai appris le crawl, parce qu'il avait du mal avec son coup de droit. Et Florent Manodou a gagné quelques médailles grâce à ça. On peut le dire. Ouais, c'est grâce à toi. Et voilà, donc il faut imaginer quelqu'un qui sait à peine nager comme Guillaume, qui a 17 ans. Donner des cours. Il y a un gamin qui sait à peine nager que lui. Et en fait, voilà, c'est pour gagner des sous pendant les vacances, c'est ce qu'on faisait. Et puis, voilà, je suis tombé sous le charme immédiatement, évidemment, hein, comme beaucoup d'entre nous, de Guillaume, parce que c'était déjà un artiste hors pair, hein, un musicien excellent. Moi, j'étais à l'époque musicien. Alors, bon, il y a musicien et musicien. Donc, Guillaume est un musicien. Moi, je suis musicien. Tu faisais de la batterie. Différence entre un bon chasseur et le mauvais chasseur. Donc, voilà, j'étais très, très médiocre, batteur. Et donc, voilà, moi, je me suis vite rapproché de Guillaume parce que voilà, j'adorais déjà ce qu'il faisait en musique. Et puis, on s'est quittés, mais on s'est toujours retrouvés et on savait qu'on avait des trucs à faire ensemble. Et déjà à l'époque, vraiment une anecdote, mais que je tiens vraiment à partager avant que j'oublie, c'est que c'était à l'époque, en 95, non, il y avait des grandes manifestations sous, je ne sais plus qui, Édouard. C'était le CIP, ça. C'était le CIP, non, un truc comme ça. Édouard Balladur, voilà. Et donc, Guillaume, il devait être en première ou terminale. Et c'était déjà un leader né. Mais à son âge, hein, dire il a toujours été leader, c'est quelque chose qui est naturel chez lui. Et je me souviens d'une fois, donc il y avait vraiment un gros rassemblement au centre-ville de Nantes. Et donc, tous les collégiens et lycéens qui souhaitaient participer à cette manifestation étaient encore au collège, lycée, et évidemment, Guillaume, à son habitude, arrivait en retard. Donc à l'époque, on n'avait pas de téléphone, mais c'est pour vous dire à quel point il a de l'impact sur la masse de personnes, c'est que les lycéens et les collégiens étaient un peu inhibés, ils ne savaient plus quoi faire. Donc ils sont restés au collège-lycée, alors que la manifestation avait lieu au centre-ville. Et Guillaume, il a fallu qu'il aille au lycée-collège. En plus, c'était un des plus grands lycées-collèges de Nantes. Hein. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais Collinière. Hein. La Collinière, oui. Et il y avait, je ne sais plus, peut-être combien 2000 non, peut-être pas. C'est ça, oui. 2000, il faut se rendre compte, quoi. Collégiens et lycéens qui ont attendu que Guillaume Corpart arrive pour le suivre et aller manifester. C'est vraiment des anecdotes, moi, qui m'ont dit qu'à un moment donné, ce Guillaume-là, il avait quelque chose de plus que les autres leaders. Il était capable d'emmener avec lui toute une foule dont moi je faisais partie. Hein, et voilà, et c'est pour ça que, c'est une des raisons pour lesquelles aussi, quelque part, on s'est plus quitté. Ça fait 25 ans qu'on se suit mutuellement, et plus ça allait dans les années, plus on avait des envies communes de travailler ensemble et montrer au grand jour notre amour. Eh ben écoute, je savais pas que tu allais raconter cette anecdote, je l'avais presque oublié. Mais oui, c'est à l'époque en première, ouais, j'aimais bien monter sur les bancs et il y avait des luttes, une grande lutte contre le CIP, etc. Et voilà, c'était déjà le côté un peu rebelle. Voilà, c'était bien de se réunir pour décider un petit peu de notre vie, se responsabiliser. Donc c'est vrai qu'on a eu un chouette parcours d'amitié tous les deux. On s'est toujours recroisés, on a toujours su qu'on ferait des choses.
tu es quelqu'un qui apporte énormément de confiance, de stabilité. Toi, tu es beaucoup plus terrien, ancré, calme, etc. On n'a pas les mêmes énergies, c'est pour ça qu'on se complète beaucoup. Et ton parcours a été incroyable, comme une flèche vers les vraiment, parce que toi tu es dans l'empathie beaucoup, et tu travailles beaucoup avec les gens en donnant, en écoutant. Tu sais très très bien écouter. Tu es totalement à ta place. C'est pour ça que je t'estime, en plus de notre amitié, je t'estime énormément dans le travail que tu fais, parce que c'est pas uniquement en direction des sportifs, c'est vraiment en direction de tout le monde. Je pense pas que ça a été ta trajectoire professionnelle, mais je pense pas que les sportifs t'intéressent plus que les autres humains. Et du coup, nous avons décidé donc déjà on a fait beaucoup de choses ensemble avec l'association, mais nous avons décidé il y a un an. Il y a un an, comme tu as écrit ton livre, j'ai écrit mon livre, nous avons décidé, donc plutôt que de le mettre en perdre les droits, le laisser à une grande maison d'édition, peut-être qu'il l'aurait signé et qu'on aurait fait on ne sait quoi, on a décidé donc de démarrer, de monter une maison d'édition, donc les éditions Parelli. Voilà, qui sont toutes jeunes, qui viennent d'arriver. Et les 2 premiers ouvrages, ce sont les nôtres, parce qu'on s'est dit, bien voilà, on va en prendre la responsabilité, on va monter une équipe et on va faire la communication autour de ça. Et donc, c'est assez courageux, c'est peut-être assez fou de monter une maison d'édition aujourd'hui. Mais voilà, avec le projet, donc il y a d'autres ouvrages qui arrivent, pas seulement de nous, mais on est en train d'étudier pas mal de choses, avec quelque chose qui nous rassemble, le leitmotiv de cette maison d'édition, c'est publier en tout cas des projets qui font sens pour le futur, qui pour nous proposent vraiment des orientations viables pour une humanité pour demain, pour quelque chose qui est lié à l'épanouissement, à la paix, que ce soit collective ou alors individuelle. Donc voilà, ça peut toucher à l'environnement, au bien-être personnel, à la spiritualité, à l'écologie, aux animaux, etc. Mais c'est notre souhait. Donc voilà, on a créé ça, et nos 2 premiers bouquins, voilà, ce sont ceux-là. Alors c'est un peu fou de lancer ça parce que ça fait beaucoup de travail en plus, c'est des investissements, etc. Mais on est plutôt content du démarrage, on est fiers de ce que nous avons fait tous les 2, et avec Sarah, Hélène, Léonie, Mélissa, etc., qui nous soutiennent, qui sont toujours derrière. Oui. Et puis bon, il y aura d'autres projets qu'on va mener aussi à bien tous les 2. Je ne sais pas si on peut en parler ce soir, c'est peut-être encore un peu trop tôt, mais on aura l'occasion d'en reparler. Oui, il y a plein de beaux projets qui arrivent, toujours liés à l'humain, en intégrant les animaux et l'environnement. Bon, alors écoutez, les amis, parlons peut-être du sujet de ce soir, le déconfinement. Ouais, youhou. Bon alors les amis, est-ce que vous êtes déjà plutôt heureuse d'être déconfinés? Je sais pas vous, je partage juste un sentiment, parce que je sais qu'il y a eu des gens qui ont été confinés dans des galères pas possibles, dans des caves sous le périph' parisien, avec à 6 ou 7 dans 20 mètres carrés, etc. Donc, je veux dire, pour certains, c'était vraiment terrible, et avec parfois des violences conjugales, parfois des addictions qui prennent le pas, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de problèmes liés au confinement, donc je ne prends pas ça à la légère. Cela dit, je ne sais pas pour vous, moi le matin, maintenant, quand je me lève et que je vois toutes ces bagnoles sur les ronds-points, sur les routes, que j'entends moins le chant des oiseaux et que j'imagine voilà, tous ces animaux qui se rapprochaient vont s'éloigner, je suis juste en train déjà d'être un petit peu, je plaisante, mais presque nostalgique un peu par rapport à notre rapport à la nature et au calme. Je crois que j'adorais quand on était tout au calme. Je ne sais pas si ça te fait ça, toi, Tom, mais... Si, j'ai eu le même sentiment. Moi, j'habite... je suis privilégié, j'habite en Bretagne, dans un endroit où... enfin, bref, j'ai quitté une grosse ville, Marseille, cet été, pour être un peu plus en lien avec la nature. Et franchement, bon, au-delà de la situation douloureuse pour certains par rapport au virus, c'est vrai que moi, je me suis vraiment reconnecté avec la nature parce que bon, j'avais cette opportunité de bouger autour de chez moi, pas loin, mais j'ai des bosquets, j'ai la mer en face de moi. Et c'est vrai que c'est incroyable, en fait, en quelques temps, à partir du moment où les moteurs s'éteignent, où les personnes sont enfermées chez elles. Et c'est fou, en fait, ce qu'on peut entendre de la nature, c'est incroyable. Et effectivement, depuis 2-3 jours où on peut sortir, j'avais perdu l'habitude d'entendre les bruits
de la vie de tous les jours, mine de rien, enfin, qui sont devenus les bruits de la vie de tous les jours, les moteurs, etc. Et j'avoue que je dis pas que le confinement c'était bien, attention, mais je me dis, tiens, c'est quand même bien d'être plus souvent dans la nature, en tout cas. Et c'est vrai que c'était impressionnant de voir ces dauphins qui se rapprochent des ports, on voit des animaux qui se rapprochent dans les villes, dans le cœur des villes, etc. C'est au moins intéressant de voir à quel point nous ne vivons pas du tout en harmonie avec la nature et avec les animaux aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire qu'on va pas apprendre à le faire au fil des décennies qui viennent. On va en parler, justement, on va parler de ça. Parce que le thème un peu de ce soir, c'est est-ce qu'on continue à fond comme avant le confinement, ou alors est-ce qu'on va se saisir pour une partie d'entre nous, de ce temps de pause pendant 2 mois, là, cet arrêt brutal qui peut-être même a été traumatisant pour certaines ou certains, en tout cas au début. Est-ce qu'on va profiter de ça pour peut-être changer des choses? Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que de voir ce manque d'harmonie que nous avons avec la nature, avec nos bruits de moteur, avec cette pollution, avec ce ramdam autour des villes, etc., vis-à-vis des animaux, des oiseaux, du printemps qui arrive, là, ça donne encore plus envie d'imaginer un autre monde. Voilà, c'est dans ce sens-là que je ressens ça. Alors, peut-être parler, Tom, j'aimerais bien, toi, peut-être que tu commences à parler de ça, parce que c'est un thème que tu travailles souvent avec les personnes que tu croises. C'est parler de la peur d'abord, parce que de la peur, de l'anxiété, etc., parce qu'on vit vraiment dans un monde un peu de la peur, tant sur le plan intérieur que les médias, les infos, le gouvernement, etc., jouaient toujours. Rappelons-nous, je rappelle juste un mot, Emmanuel Macron qui nous disait nous sommes en guerre. Il a répété 7 fois dans son discours contre le virus. Bon, ça on va en parler après sur le plan de la santé. Moi je dirais un petit truc, mais c'est toujours sur ce registre de la peur, de la guerre, de l'anxiété, etc. Attention, tous restez chez vous, c'est grave, c'est dangereux. Voilà, tu peux en dire un mot parce que la culture de la peur, toi tu connais bien. Hein. Ben, c'est ça, tu as bien résumé la situation, c'est qu'on est dans une culture de la peur. Il n'y a qu'à voir les journaux télévisés. Je pense que moi, je ne regarde plus depuis bien longtemps, même avant le corona. Mais je pense qu'aujourd'hui, encore même après le confinement, je pense que les journaux télévisés commencent par le nombre de décès supplémentaires qu'il y a eu dans la journée. Ils doivent terminer aussi les JT comme ça. Donc, c'est extrêmement anxiogène. Évidemment que ça crée encore plus de peur, clarité. Imaginons, c'est comme si tous les jours, pendant toute l'année, tous les JT commençaient par le nombre de morts qu'il y a eu sur la route. Imaginez un peu l'impact que ça peut avoir sur soi quand on va prendre sa voiture. Au moment où on s'attache, on ferme la portière, on met le contact. Imaginez ça, mais c'est évidemment voilà, on va pas entrer dans le détail, mais c'est vrai que le gouvernement a tendance à jouer dessus. Et c'est pas que le gouvernement, d'une manière générale, et je peux témoigner dessus, c'est une question d'éducation, une question de culture, où depuis qu'on est gamin, on est éduqué, on est conditionné à avoir peur. Peur, Guillaume, aide-moi, hein, mais peur d'échouer, peur du jugement des autres, peur de ne pas être à l'auteur, peur de ne pas s'en sortir, peur du lendemain, peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté dans le groupe. Bref, en fait, je pense que toutes ces peurs, ça va parler à tout le monde parce que oui, j'imagine, sans être devin, qu'on les a tous ressenties au moins une fois, toutes ces peurs. Et c'est celles qui prédominent. Et je vous garantis, moi, en tant qu'accompagnateur, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne des gens sportifs de haut niveau, comme directeur régional, comme collaborateur salarié. Bref, je passe la moitié de mon temps dans mes échanges avec les gens à régler leurs peurs. Vous vous rendez compte un peu l'impact que ça a sur soi? Et l'autre moitié du temps, qu'est-ce que je fais? Je travaille sur la confiance, redonner confiance, renforcer la personnalité. Pourquoi je fais ça? Parce que à cause des peurs, on se mésestime. On a un regard sur soi qui ne reflète pas du tout la réalité. Donc en fait, tout est lié à nos peurs. Tout est lié à nos peurs. Donc la question que je pose, c'est combien de temps on va encore supporter ça? Je pèse mes mots, c'est vraiment supporter. Il n'y a pas une personne, quand je pose la question, alors est-ce que vous avez été content, je sais pas, de vos formations, de votre parcours personnel? Est-ce que votre parcours personnel vous a appris à réfléchir par vous-même, sur vous-même? Est-ce que ça vous a apporté de la bienveillance, du bien-être, du bonheur?
Et je pense qu'on va être d'accord pour ne pas dire aucun, bien sûr, mais pas énormément. Et c'est ça la grosse problématique d'aujourd'hui. Et évidemment, plus les médias en rajoutent, plus ça crée cette anxiété qui n'a pas lieu d'être. Et moi, j'aime bien, et Guillaume aussi le fait super bien, c'est de revenir à la réalité. Factuellement, qu'est-ce qui se passe concrètement? Et sortir un peu de l'imaginaire qu'on peut avoir sur toutes les peurs liées au coronavirus. Qu'est-ce qui va se passer, comme sur soi? Qu'est-ce que demain je vais faire, Donc, on est conditionné à avoir cette peur. Et voilà, c'est pour ça qu'avec Guillaume aussi, on échange là-dessus. Voilà, quelles sont véritablement les peurs qu'on a par rapport à la réalité de la situation du corona? Vas-y, Guillaume, je te redonne. Mais en plus, ce qui est intéressant dans la vibration de la peur, parce que sur un plan invisible, sur un plan de l'énergie, il y a une vibration de la peur, et elle est contagieuse. Hein. On a 2-3 personnes qui n'ont pas peur du tout. Il y a un groupe qui arrive, 4-5 personnes à côté d'elles, qui ont vraiment peur de telle ou telle chose, et ben, la peur va se propager. Hein. C'est le phénomène de groupe. Et les médias sont hallucinants parce que du matin au soir, nous avons été, je le disais, moi, dans tous mes groupes de méditation avec tous les amis, etc., avec qui on a avancé, on a évolué ensemble. C'est que si on regarde dans le mainstream, vraiment dans les grands médias officiels qui appartiennent donc vraiment aux grands milliardaires de cette planète et qui sont à relayer le discours gouvernemental du matin au soir, c'est en gros, les amis, attention, on a peur, il y a tant de morts, un quart d'heure après, il y en a encore plus de morts, une demi-heure après, il n'y a que ça. C'était très intéressant de voir que pendant ces 2 mois, il n'y a rien d'autre qui existe sur la planète. Alors là, on parlait plus de l'environnement, on parlait plus d'autres ou tel pays, de drames sociaux, tous les millions de morts, d'autres choses, du diabète, de maladies cardiovasculaires, d'accidents, de tout ce qui existe, les maladies pulmonaires, etc., qui ne sont pas liées au corona, ça n'existait plus. Il n'y avait plus que le corona. On avait l'impression qu'on sort et on a un peu comme dans un film de fin du monde, tu sais, on va se faire choper par quelque chose dans le ciel qui est là, alors que ce qui est super intéressant, c'est que les virus, on vit avec des millions de virus par mètre cube, mais en permanence. Nous sommes remplis de virus et de bactéries, etc. Et on nous apprend pas à vivre en santé et à bien manger. Par contre, on nous apprend à avoir peur. L'ennemi commun, maintenant, c'est le coronavirus. Et ce qui est vraiment intéressant, alors là, il ne s'agit pas d'être dans une forme de déni ou de débat sur les chiffres et les machins, etc. Parce que la situation évolue beaucoup et je pense qu'on aura un vrai recul et on pourra avoir un regard beaucoup plus lucide parce que là, on est passé par tout et n'importe quoi dans les médias d'ici quelques mois ou un an sur vraiment ce que ça aura été ce coronavirus. Cela dit, aujourd'hui, le coronavirus, moi, c'est intéressant parce qu'on nous a balancé des chiffres de morts en absolu. Tu dis 2000 morts. Ah, il y a eu 5000 morts. Tout ça, c'est impressionnant, parce qu'on voit 5000 morts, etc. Sauf que c'est toujours des chiffres qui sont sans comparaison avec d'autres choses. Les gens continuent de mourir de choses, mais énormément tous les jours dans les EHPAD. Alors, j'ai vérifié, il y a 150 000 morts chaque année dans les EHPAD en France. Et alors, on va prendre 1000 morts coronavirus dans les EHPAD, etc. Je dis pas que ce n'est pas le cas. Attention, hein, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de coronavirus. C'est juste pour dire que on nous affole, on sort des chiffres comme ça toute la journée. On nous balance sur une mono-info tout le temps, et puis on attend des gens qui réagissent. Et cette peur, alors c'est ça le problème politiquement, c'est que cette peur, elle peut être très facilement instrumentalisée. C'est du pain béni de faire peur aux gens, de leur dire tout et n'importe quoi, en plus avec des informations contradictoires, de les laisser chez eux et de les habituer à être dociles. Moi, il y a une phrase que j'ai retenue de Hannah Arendt, qui était spécialiste des systèmes totalitaires, hein, qui s'est sorti difficilement du nazisme, et qui disait: quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Parce que là, on nous a dit, par exemple, il va y avoir une deuxième vague. Le même jour, le Premier ministre nous a dit, il va y avoir une deuxième vague. Il y a un autre spécialiste, le même jour, hein, qui disait, ah non, c'est la deuxième vague, c'est pas possible, etc. Il y a le professeur Raoult qui disait, lui, non, c'est de la science-fiction. On a eu des informations contradictoires tout le temps. Les gens ne savent pas à quel sein se vouer, quelle est la bonne info. Et donc, voilà ce qu'elle dit. Plus personne ne croit en rien. Un peuple qui ne peut plus croire
qui ne peut plus rien croire, ne peut pas se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez, disait Hannah Arendt. Et c'est ça le problème, c'est que au-delà de la polémique de pourquoi il y a le virus, est-ce que la crise sanitaire a bien été gérée, au-delà de cette folie du libéralisme aujourd'hui qu'on a, qui met dans ses états les hôpitaux à la moindre vague, au-delà de tout ça, c'est que nous avons vraiment aujourd'hui, c'est quelque part un pain béni pour les dirigeants, je pense, des multinationales et des États, c'est que nous avons une population qui a sincèrement peur et qui ne sait plus ce qui est faux, ce qui est vrai. Et bien ça, un peuple qui a peur, eh bien c'est très très facile de gouverner. Il y avait des manifs pour le climat, il y avait des manifs pour la retraite, il y avait des manifs. Les infirmiers, les infirmières, les urgentistes se sont fait tabasser la tête l'année dernière dans les rues en disant on n'a pas assez de lits à l'hôpital. Même le mouvement des femmes, quand même. Enfin, et le mouvement des femmes. Qu'un gouvernement arrive à gazer une marche pacifique de femmes, mais j'hallucine. Enfin, j'hallucine. Où est-ce qu'on va? Enfin, c'est hallucinant. Donc, évidemment, il y a de plus en plus de grognes. Je dis pas que le gouvernement n'attendait que ça, mais quelque part, j'imagine que oui, quoi. J'ai l'impression qu'ils font que le gouvernement fait comme un tour de magie où on capte l'attention avec une main, le magicien il fait ça. Et puis de l'autre main, il fait son tour de passe-passe, et puis voilà, on est focalisé sur la main qui bouge. J'ai l'impression que voilà, un gouvernement classique comme le nôtre, c'est un peu ça. C'est-à-dire, regardez, on est tous en train de crever, et puis avec la main derrière, boum, on fait passer X lois, où on oublie à un moment donné qu'il y a autant de problèmes sociétals dans notre société. Voilà. Mais alors on va parler d'autre chose après, enfin de la continuité, parce qu'avec Thomas nous sommes pas des gens pessimistes et spécialement en colère. Mais il s'agit d'avoir un regard lucide sur ce qui se passe. En tout cas, de comprendre qu'il n'y a pas que l'info, les données qui ont été transmises par les médias, les grands médias officiels. Il y a aussi d'autres vérités qui existent et reliées par des scientifiques qui sont intéressantes à prendre en compte. Il n'y a pas une seule vérité. Le problème, c'est qu'on a vraiment créé une psychose autour de ça. Les gens sont flippés et écoutent le gouvernement avec une grande crainte. Mais j'ai écouté l'autre jour une interview très bien, je vous conseille, de Franck Lepage, qui avait écrit un article Covid-19, l'ami des dominants. Et c'est un militant de l'éducation populaire, lui, et c'est gesticulé et qui expliquait que quand on nous balance des chiffres comme ça, enfin, je veux dire, quand on nous balance des chiffres qui font peur, tiens, il y a 20 000 morts, il y a machin, etc., on oublie de dire, et ça, j'associe une deuxième personne, allez voir la vidéo, moi je l'avais mise sur ma page, de Jean-Dominique Michel, qui est un anthropologue, un scientifique, un des plus grands spécialistes de la santé publique, un des plus grands spécialistes scientifiques, qui explique, je le cite, aujourd'hui, on a assez de recul aujourd'hui pour commencer à le dire, alors qu'on n'en avait pas au départ, que l'épidémie avait vocation à être banale. On est en train de transformer ça en tragédie. C'est un livre qui vient de sortir, Covid-19, anatomie d'une crise. Là, on parle pas d'un clampin, on parle d'un éminent spécialiste et qui explique aujourd'hui, étude à la pluie, et c'est hallucinant que dans les grands médias, on l'ait pas dit, au contraire, on nous maintient dans l'idée que le coronavirus, c'est un virus à part incroyable, c'est qu'au niveau les caractéristiques liées à la contagiosité, à la dangerosité et à la létalité, c'est-à-dire le taux de mortalité, sont exactement les mêmes que les épidémies de grippe influenza, c'est-à-dire les grippes habituelles. C'est-à-dire au départ, on est parti sur 3-4% de taux de mortalité. On savait dès le départ que c'était des bêtises. Il y avait des scientifiques qui le disaient parce qu'on ne testait que les gens qui étaient malades. Mais on avait vu par exemple dans le paquebot de touristes, qu'il y avait la moitié, il y avait je sais plus combien de centaines de personnes qui étaient contaminées par le virus, mais qui ne développaient aucun symptôme. Donc, on sait très bien qu'on est beaucoup plus comme la grippe à l'avoir, ce virus en France. On est énormément à l'avoir, sauf que les 3/4 ne développent aucun symptôme. Et donc, le taux de mortalité aujourd'hui, on le sait, est de moins de 0,3%. Allez voir la vidéo Covid-19, anatomie d'une crise de Jean-Dominique Michel. C'est étayé, il y a beaucoup d'études à l'appui. C'est un scientifique, c'est un anthropologue reconnu mondialement. Et il n'est pas le seul. Il y a de plus en plus aujourd'hui de médecins scientifiques qui disent que au-delà même
au-delà du problème, parce qu'on nous dit c'est le confinement qui a sauvé la France, mais c'est la Norvège et la Suède n'ont confiné personne et ont eu beaucoup moins de morts que nous. Donc, il faut juste savoir. Moi, j'ai pas un avis tranché. Attention, hein. Moi-même, je ne suis pas scientifique. Je dis juste que on s'aperçoit qu'il y a une voix qui a été entendue. Une seule voix, celle de la peur, attention, c'est hyper dangereux, sauf que concrètement, quand on regarde les chiffres de gens qui prennent le temps de calmer le jeu, on s'aperçoit déjà que ce sont en général des anciens, des personnes relativement âgées, aux alentours de 80-85 ans, la moyenne qui sont décédées, et quand je dis ça, On est tout le monde... C'est un deuil, c'est une famille endeuillée, c'est triste, etc. Mais ces personnes-là, en général, développaient au moins 2 pathologies lourdes, type obésité, maladie cardiovasculaire, diabète type 2, cancer, etc. Et donc, devaient mourir dans les semaines ou les mois qui venaient. Hein, dans la grande majorité, c'est des statistiques qui sont dégagées aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, on nous dit on meurt du coronavirus, et effectivement il y a eu des zones genre en Alsace ou autour de Paris où il y a eu beaucoup plus de monde, et comme les hôpitaux, le service public est descendu énormément en capacité d'accueil parce qu'on a tiré à boulet rouge, on a privatisé les services publics, donc il y a des zones qui étaient engorgées. Mais les 3/4 des hôpitaux français, il s'est rien passé. Mais quand vous mettez à la télé les endroits où c'est l'horreur, genre à Mulhouse, à Strasbourg, à Paris, et vous dites la France et Malmö, et c'est pas vrai. Il y a plein des 3/4 d'hôpitaux en France, il se passe rien de plus que d'habitude. Et on s'aperçoit, le professeur Raoult disait, dans la courbe des morts cette année sur la planète, il y aura pas du tout plus de morts que l'année d'avant. Pas du tout. Parce que de toute façon, c'est des gens que tu parles de ça ou d'autres choses, enfin, je veux dire, on a quand même, je regardais là, il y a 350 000 morts de la grippe dans le monde chaque année. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas faire quelque chose contre le Covid-19 pour protéger nos anciens, les gens malades, etc. Je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, mais je dis juste que à force de montrer certaines images angoissantes, à force de dire aux gens on est en guerre, à force de dire aux gens voilà, tant de morts tout le temps, sans aucune capacité de comparer avec les autres morts qu'il y a, mais les millions de morts qui meurent à cause du sucre, à cause manger une bouffe acide, le sucre, de la viande, des produits transformés, des gens qui crèvent d'obésité, et ce sont eux qui sont atteints le plus mortellement par ce virus. La malbouffe, en général, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Un décès sur 5. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on confine tous les McDo du monde? Pourquoi on laisse les gens crever à cause de la malbouffe? Pourquoi on ne fait rien? Pourquoi les différents gouvernements n'agissent pas contre la malbouffe? Et dès qu'il y a un virus qui évidemment va tuer, c'est propre du virus, et des nombres restreints par rapport aux millions et millions de morts liés à la malbouffe, mais pour quelle raison il y a des mesures qui sont radicalement différentes, de poids de mesure par rapport à ce qui est prépondérant pour nous, quoi. Et pour quelle raison, voilà, il y a pas, les gouvernements ne font pas des politiques liées à une meilleure alimentation? Pour quelle raison? Alors il y a un petit virus, il y a un virus qui arrive, boum, et on reste confiné. Et moi qui travaille et je monte des projets avec des PME, des PMI, il y a 30% des PMI, PME en France qui vont fermer. Vous vous rendez compte un peu de la situation dramatique là, dans laquelle se trouve un maximum de personnes. Enfin bref, voilà. On ne veut pas être dramatique ce soir, hein, comme le dit si bien Guillaume, on est hyper optimiste, c'est pour ça qu'on fait des lives, hein, c'est pas pour rajouter une couche. C'est que il y a évidemment beaucoup d'espoir, hein, par rapport à tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, on va en parler maintenant, hein, Guillaume. Oui, on va en parler, mais sur la lucidité, je voulais juste dire un dernier mot, et c'est très important après qu'on parle d'autres choses, parce que le but du jeu ici n'est pas de se mettre en colère. On sait très bien que aujourd'hui, voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui, ce sont les multinationales, d'ailleurs, qui s'en sortent gagnantes, hein, de cette crise. C'est les petits commerçants, c'est les PME qui vont se casser la figure, et les multinationales, les grands supermarchés, les Leclerc, les Carrefour, eux, ils ont fait carton plein. Donc, allez-y, allez vous contaminer à Carrefour, ça n'a pas de problème, mais on va fermer tous les petits, etc. Donc, enfin, je veux dire, c'est à un moment donné, il faut se rendre compte qui va, et ne parlons pas des firmes pharmaceutiques qui vont vendre énormément de vaccins, etc. Mais là, j'ai juste quelques chiffres. En Europe, il y a 800 000 personnes qui meurent chaque année à cause de la pollution de l'air, par exemple.
C'est énorme. Mais je veux dire, tous les jours à la radio, on devrait. Alors, je dis pas qu'il fallait pas faire quelque chose par rapport au coronavirus. Je suis pas en train de dire ça. Je dis juste que là, quand tu sais que, par exemple, la malnutrition, ça tue 3 millions de personnes dans le monde chaque année. L'obésité, 3 millions de personnes. Tu vois, la grippe, 650 000 personnes. Les maladies cardiovasculaires, ça tue 7 millions de personnes dans le monde chaque année. Donc, on aurait des gouvernements, comme tu dis, qui se disent la santé publique, c'est le plus important. On veut protéger notre population, etc. On veut arrêter de la caillasser dans la rue quand elle demande plus de moyens pour le service public. Maintenant, on va mettre les moyens. Mais déjà, l'industrie du sucre, l'industrie de la viande, l'industrie des produits transformés, etc. On sort des écoles, on sort des cantines publiques, on leur interdit de la publicité mensongère, etc. Et on donne à manger aux gens des bonnes choses, des choses naturelles, des fruits, des légumes, etc. Et là, on va voir, mais alors évidemment, les firmes pharmaceutiques vont gagner beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de milliards, parce qu'il y aura moins de cancer, il y aura moins de diabète, il y aura moins d'obésité, etc. C'est moins rigolo pour elles. Mais on aurait tous à gagner, on aurait moins de trous dans la sécu. Et puis comme on le sait, si on mange bien, si on est bien dans notre tête, si on est bien dans notre corps, on fait du sport, etc. Eh bien, les virus, on le sait très bien. Qu'est-ce qui nous protège du virus? C'est pas un masque, c'est la bonne santé. Mentale et physique. Et de ce qu'on. C'est ça. Les premiers médicaments, j'ai un écho, c'est un peu bizarre. Les premiers médicaments qu'on devrait ingérer, c'est une bonne nourriture, c'est une bonne santé, ça s'ingère aussi, bien sûr, et puis une santé physique, alors sans être sportif de niveau, et c'est juste un minimum d'entretien du corps, c'est une écologie complète du corps, ça c'est une évidence, en tout cas pour Guillaume. Et puis encore une fois, la peur et la joie, ça joue sur le système immunitaire. Évidemment. Plus on va être dans la joie, dans la confiance, etc., plus on va être blindé. On sait très bien, c'est les effets placebo, etc. On va accueillir des choses, le virus, il va nous traverser, ou autre chose, pas que les virus, une guérison, etc., va être accélérée. Si on est triste et si on a peur, bah, évidemment, on va se choper. Moi, j'ai une anecdote, c'est rigolo. On a des amis où quand il y a un virus, j'ai une copine, son conjoint, il a peur de l'attraper, ben c'est lui qui va le choper. Si c'est une gastro, etc., le lendemain, il est malade. Et elle, comme elle est détachée par rapport à ça, elle dit ça me traversera pas, ben elle l'a pas. Mais bon, voilà, encore une fois, je dis pas qu'il faut pas protéger, faire en sorte que nos anciens, etc., soient protégés de tout ça. Mais encore faut-il, alors j'espère que l'année prochaine, lors de la prochaine grippe qui va emporter des milliers et des milliers de personnes et nos anciens dans les EHPAD, que du soir au matin et du matin au soir, on va entendre des alertes sur mettez des masques, attention, parce que dans ces cas-là, il va falloir être cohérent tout le temps. Enfin, je veux dire, bon, je plaisante là, mais voilà. Alors, on a beaucoup de commentaires. Je lis quand même vas-y. Avec un œil, il y a des commentaires qui sont hyper pertinents. Franchement, c'est. Alors, on peut pas tous les lire, bien évidemment, parce que ça défile. Mais Willis dit rendre les gens malades, c'est plus intéressant pour eux, pour les firmes pharmaceutiques, évidemment. Ouais. Des gens malades, c'est très rentable, les traitements à vie, etc. Il faut les maintenir. Il ne faut pas qu'ils meurent trop vite. Il faut les maintenir dans un stade où ils sont obligés de prendre des médicaments. Donc ça, c'est hyper important. C'est ça. Donc voilà. Alors nous, ce qu'on voulait vous dire ce soir, bon, maintenant qu'on a fait, un petit peu, comment dirais-je, un petit peu. On nous demande, Nicole. Attends, on va répondre à ça. Nicole nous demande, vous n'avez pas respecté les confinements, vous? On l'a respecté, hein. Si. On a été confinés d'ailleurs dans toutes nos vidéos, etc. On le dit, on fait tout chez nous, hein. On a respecté ça. Par solidarité, même si, voilà, c'est comme pour tout le monde, c'était compliqué. Mais oui, voilà. J'ai respecté. Mais par chance, voilà, j'habite dans un endroit, encore une fois, où, voilà, enfin bref, j'ai un jardin, donc c'est quand même plus facile le confinement quand on a un jardin. Mais oui.
Alors, bon, il y a pas mal qui disent faut se rebeller et dire non. Nous ne sommes pas des moutons. En Alsace et l'autre en Bretagne, c'est pas respecté. Oui, là, ce soir, moi, je suis en Alsace. Tom, il est en Bretagne. Il est chez lui. Moi, je suis dans le local d'Appearance Now. Même maintenant, on est confiné. Donc, vous voyez. On pouvait pas ouais. faire plus loin quand même. Bon, en tout cas, on voulait dire, bon, au-delà de toute cette situation, j'ai adoré parce que justement sur la rébellion, moi je pense que c'est génial d'être révolutionnaire et d'être rebelle. Je le dis. Cela dit, moi c'est aussi ta philosophie, Tom. Je pense qu'on peut le faire aujourd'hui d'une autre manière, d'une façon non violente et se mettre vraiment dans un état interne de changement, pour incarner le changement qu'on veut voir autour de nous, pour proposer des choses viables. Mais c'est vrai que j'ai noté tout à l'heure une petite phrase que j'adore de Tolstoï. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, les amis. Chacun rêve de changer l'humanité, mais personne ne pense à se changer lui-même. C'est pas mal, ça, hein? C'est-à-dire que, ah oui, on veut toujours changer les autres. À l'humanité, il faut qu'elle change. Mais quand est-ce qu'on se change nous-mêmes? Ouais, vous avez 4 heures. et je rebondis d'ailleurs sur ce que tu viens de dire, parce qu'il y a une étude récente qui a été faite qui montre qu'il y a 80% d'entre nous, des Français, qui rêvent de changer de vie. Vous vous rendez compte à quel point, ce que ça représente quand même, c'est pas rien. On n'est pas à quelques pourcents, on est à 80% des gens qui souhaitent changer de vie. Ça veut dire que quand même, pour moi, ça signifie un échec aussi de la politique actuelle. C'est que quand on arrive à ça, est-ce qu'à un moment donné, on a les mains libres pour réfléchir par nous-mêmes? Après, une fois qu'on fait ce constat-là, c'est bien déjà de faire ce constat, de dire, bah attends, franchement, je pense que je pourrais être plus heureux. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc, pour moi, c'est des questions je pense que pas mal de personnes se sont posées durant le confinement. Parce que, évidemment, quand on a la tête dans le guidon, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous avec ce système néolibéral où on travaille de plus en plus, c'est sûr que les questions existentielles, elles n'ont pas le temps de nous rattraper. On court après le temps, mais les questions existentielles courent après nous. Et tant qu'on va plus vite que ces questions existentielles, c'est sûr qu'elles ne peuvent pas nous rattraper. Maintenant, avec le confinement, on a été contraints par la force, malgré nous, j'ai envie de dire, pour la grande majorité d'entre nous, de stopper un peu cette vitesse qui devient complètement hallucinante et complètement aberrante. Et évidemment que ces questions-là, à un moment donné, ressurgissent. On ne peut pas faire autrement, c'est dans le fonctionnement humain. On est comme ça. Il y a un moment où on va se poser des questions, qui suis-je, qu'est-ce que je veux, et où vais-je? En gros, quoi. Et je pense que, en tout cas, les retours de gens voilà, que j'accompagne, puis d'une manière générale, je côtoie quand même beaucoup de gens, même à distance pendant le confinement, me disaient, ouais, effectivement, ça fait du bien de réfléchir différemment, et on se rend compte que le monde, tel qu'il évolue, va droit dans le mur. Et on est tous intégrés dans ce monde-là, et je pense qu'on a tous aussi envie de ne pas arriver à la destruction totale de cette société, de ce monde. Et voilà, maintenant, comment peut-on faire à partir du moment où souvent, la grande majorité d'entre nous, on a beaucoup les mains et les pieds liés parce que voilà, on doit rembourser des emprunts, on doit élever nos enfants, donc ça nécessite évidemment de l'argent, donc il y a argent, salaire, et puis voilà, on continue donc, dans ce rythme-là, qui est de plus en plus effréné. Et on sait qu'on va se prendre les pieds dans le tapis. Et qui, dans vos proches, n'a pas flirté ou ne vit pas un burn-out? Moi, en tout cas, dans ma sphère, même si on est éveillé, même si on a conscience de tout ça, souvent, on ne peut pas faire autrement que de supporter jusqu'à un moment donné où le corps dit stop. Donc, est-ce qu'on va attendre d'être dans le burn-out? Est-ce qu'on va attendre d'en finir avec ce monde avant de réfléchir à une société différente? C'est une question qu'on se pose aussi avec Guillaume.
Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais le burn-out, alors on est plein à souvent être au bord du burn-out dans cette société folle, comme dit, on court tout le temps, on est à la recherche de rembourser notre crédit, de faire multiples activités, à la recherche de beaucoup de plaisirs grossiers aussi. De toute façon, si on n'a pas de désir, eh bien les publicités et tout ce qu'il y a autour de nous vont créer le besoin et créer le désir. Donc dans une société folle qui recherche toujours une forme de croissance. Donc, mais en même temps, donc on est proche du burn-out individuellement, et puis on y est dedans pour certains ou certaines d'entre nous, et en même temps, on voit cette planète qui est proche du burn-out aussi. Donc c'est un parallèle intéressant entre l'écologie intérieure et l'écologie extérieure, et qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est que pendant cette période de confinement, donc les amis ici qui ont suivi tout ce qu'on a fait, alors je sais qu'il y en a qui ont travaillé avec Thomas pendant ses lives sur le développement aussi intérieur, personnel, etc. Et il y en a d'autres qui ont fait pas mal de méditation avec moi. On a fait 24 séances déjà, et donc et beaucoup de réflexions au fil de ces séances autour de différentes thématiques liées à la spiritualité, au bonheur, etc. Et on s'aperçoit que nous sommes beaucoup, et nous sommes qu'un exemple parmi d'autres, tous les deux, et les amis là qui nous suivent ce soir, mais on s'aperçoit que beaucoup de gens, même si ce n'est pas la majorité, il y en a encore beaucoup là qui font la queue tout de suite, et on peut pas leur en vouloir, ils sont encore à certains niveaux de conscience, mais au drive du McDo, dès qu'il est ouvert, il y a déjà des centaines et des centaines de voitures qui font la queue pendant 2 heures pour un Big Mac. Bon, voilà, je dis ça sans aucun mépris, sans colère, mais mais il y a une minorité peut-être de gens, mais qui est grande en valeur absolue quand même, qui a saisi ce moment-là, cette pause, pour faire un travail aussi introspectif. Se dire, voilà, j'étais mal, est-ce que ma vie avait du sens par rapport aux autres, par rapport même aux animaux, ce que je mange? Une question toute bête, c'est est-ce que je continue de manger les animaux? Est-ce que ça a du sens? On m'a appris ça depuis, moi j'ai ces habitudes-là depuis tout petit, on m'a appris à aimer la viande, etc. Maintenant je sais que ça fait du mal aux animaux, que c'est pas bon du tout pour ma santé. Bon, je veux pas détailler ici, mais j'ai fait une conférence de 3 heures à ce sujet-là, qui est encore en libre accès sur ma page il n'y a pas longtemps. Et puis on sait que ça détruit la planète, ça contribue totalement à détruire la planète. Donc c'est là encore une fois, il ne s'agit pas de se culpabiliser, de donner la leçon, mais il y a plein de gens qui se sont dit, tiens, c'est peut-être des questions que j'avais pas eu le temps de me poser dans cette vitesse de fou. Est-ce que je vais continuer de manger les animaux? Et puis est-ce que je vais faire attention? Tiens, il y en a qui se sont mis au jardin. Je vais faire des buts de permaculture dans mon jardin. Je vais peut-être pas encore viser l'autonomie, mais au moins je vais commencer à manger naturel et des choses bio chez moi. Où je vais arrêter de consommer ce que ces multinationales m'imposent de consommer. Et puis tiens, je vais peut-être m'essayer à la méditation. Qu'est-ce que c'est la méditation? Apprendre à respirer. Tiens, est-ce que je suis pas l'esclave de mes pensées tumultueuses, hein? C'est dans ton livre, on dit qu'il y a 60 000 pensées par jour en moyenne, donc on est complètement fou là-haut, on est dérayé du ciboulot, on est tous en sortie de route quasiment permanente. Tiens, est-ce que je vais faire un travail sur moi pour être un peu plus lucide et mieux diriger ma vie? Enfin bref, on est tous là à essayer de faire un pont, un lien entre ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on voit à l'extérieur. Et c'est vraiment le moment, je pense, de garder de l'espoir, de garder une volonté énorme, de l'enthousiasme, etc., pour se dire, allez, chaque jour qui se lève, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Effondrement systémique ou pas, effondrement du vivant, effondrement probable économique et financier ou lié au pétrole dans quelques années, etc. Pourquoi pas? Mais maintenant, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on sème des graines? Et moi, j'incarne un changement que je veux voir dans le monde, mais je prends mes responsabilités et je l'incarne, ce changement. C'est-à-dire que je mets de nouvelles habitudes en place. Mais dans la joie, hein, avec le sourire, pas dans la contrainte. J'enlève des habitudes et j'en remets d'autres. Et c'est quoi mon baromètre? Eh ben, c'est mon bonheur, c'est mon bien-être au jour le jour. Si je suis plus heureux comme ça, plus en accord avec mes valeurs, eh ben, peut-être que je vais dans un sens qui peut-être est juste. Donc, c'est vraiment un bon moment de remise en question. Je sais pas si tu as ressenti ça, toi, Tom, de ton côté. Bah, complètement, même pour moi, hein, au-delà de toutes les personnes avec lesquelles j'ai évolué, je travaille. Bien sûr, c'est une raison pour lesquelles voilà, je me suis retrouvé en Bretagne. Et effectivement, pour changer un peu ce rythme de fou, davantage, voilà, cultiver mon potager en permaculture, me reconnecter à la nature et surtout, encore plus, continuer à faire évoluer, et je voyais des commentaires qui allaient dans ce sens-là, nos modes de consommation, et ce sont juste en fait des prises de conscience. C'est pour ça qu'avec Guillaume, voilà, on fait des conférences, on fait des lives. C'est pas pour changer le monde, c'est simplement pour que chacun
d'entre nous prennent encore plus de prise de conscience. Pourquoi à un moment, j'ai arrêté le lait parce qu'il y a une prise de conscience, mais si on ne me l'avait pas dit, j'aurais continué à boire mon litron de lait au quotidien. Donc en fait, je pense qu'il y a, sans se prendre la tête avec tout ça, mais il y a des choses assez accessibles à faire au quotidien pour commencer à changer, à changer nos mœurs. Et ça ne viendra pas de l'extérieur, ça ne viendra pas de la politique, ça ne viendra surtout pas de notre économie, ça viendra de nous. Donc moi, toute forme de révolution où on descend dans les rues et on balance des pierres et tout, enfin bref, on coupe les têtes de ceux qui nous gouvernent, l'histoire nous montre que ça marche pas forcément bien parce qu'on remet d'autres têtes et puis ce système-là perdure. Voilà, ça fait des siècles et des siècles qu'on est régi sous le joug de la peur. On n'a rien inventé depuis Machiavel. Pour bien gouverner, il faut gouverner par la peur. Et je pense que c'est aussi ce qui se passe dans le monde de l'entreprise. Moi qui y vais et qui anime beaucoup de conférences, c'est 80% encore ce système-là. Donc, je pense que c'est à nous de nous prendre en main. Et c'est pour ça que je crois énormément dans l'effet un peu toile d'araignée. C'est que si on se relie tous les participants autour de valeurs communes qu'on véhicule, alors on est des gens très simples, très humbles, et que nous véhiculons tous autour de l'amour. Et je vous garantis une chose, mais c'est pas la productivité qui fait avancer le monde ou qui amène les plus belles réussites, à part pour quelques personnes. Mais je vous garantis, c'est l'amour inconditionnel de soi. Et une fois qu'on a une sorte d'amour inconditionnel de soi, on peut répandre cet amour inconditionnel aux autres. Et les plus belles réussites que j'ai eues, qu'on a eues avec les sportifs dans le sport, c'est ni plus ni moins parce qu'on a mis l'amour au cœur de toute forme de réussite. Mais c'est simple. Et je veux dire... Tom, je t'aime. Mais oui, moi aussi, je t'aime. Merde. Mais si on mettait ça en place dès le plus jeune âge, l'empathie, mais bien plus que l'empathie. L'empathie, c'est sympa, mais c'est une étape. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'amour. L'amour. Et je pense qu'on est tous unanimes pour dire que même dans le monde, il y a une valeur qu'on recherche tous, c'est le bonheur. Je ne connais pas une personne qui m'a dit vivement qu'il m'arrive que des merdes dans ma vie parce que je me nourris de ça et je grandis et je m'épanouis comme ça. On recherche tous une forme de bonheur, quel qu'il soit. Après, on est 7 milliards, il peut y avoir 7 milliards de recherches de bonheur différents, mais en tout cas, on a la même valeur commune. Pourquoi on ne nous inculque pas ça à l'école? Pourquoi on ne nous insuffle pas ça? Et encore une fois, les plus belles réussites, alors je vais parler des sportifs que vous connaissez tous, Camille Lacour, Florent Manodou, mais ce que ne nous disent pas les médias, c'est qu'ils ont réussi en développant un amour, mais un véritable amour, pas un égocentrisme, de l'amour. Voilà, et je pense que si on va tous sur ce chemin d'une manière ou d'une autre, on arrivera à renverser ce genre de société, de gouvernements qui sont complètement has-been. Et voilà, pour moi, je me lève tous les matins parce que j'y crois. C'est validé, en fait. C'est validé. Donc, et tout ce que fait Guillaume aussi, c'est sur l'amour. Et puis, on voit aujourd'hui l'impact qu'il peut avoir sur les gens. Et donc, allons-y gaiement tous ensemble. Et moi, je suis hyper optimiste pour la suite parce que je pense que ça va être de plus en plus pris en compte. On n'aura pas le choix, de toute façon, parce qu'on n'est pas les seuls à véhiculer tout ça, heureusement. Et bien sûr, vous allez véhiculer. Donc moi, je crois énormément dans l'effet boule de neige. Je lis juste... Alors, tu sais quoi? Dans notre groupe de méditation, on a une nouvelle formule, mais qui est venue comme ça, spontanément, des uns et des autres. Et alors, les gens se disent souvent « Je nous aime ». Et c'est génial parce que je trouve ça génial. Oui, parce que on s'est dit, on travaille beaucoup ça. C'est pour ça qu'on s'entend si bien. C'est que
on travaille toujours le fait de faire rentrer l'amour en soi, déjà. Bien s'aimer, accepter, à se dire j'ai le droit à l'amour. Alors quand on parle d'amour, les amis, ici, on parle pas nécessairement de l'amour possession, de l'amour passionné, etc. C'est pas un sentiment, c'est pas obligatoirement une émotion. L'émotion, ça peut découler de l'amour, mais c'est avant tout un niveau de conscience et une énergie, cet amour. C'est-à-dire l'amour inconditionnel qu'on peut éprouver pour tout ce qui nous entoure. Voilà, on parle de cet amour qui nous rend tellement heureux et heureuses les unes et les uns et les autres. Et alors, on s'est aperçu que le grand problème qu'on avait, et ça tu dois le rencontrer aussi dans tout ce que tu fais, c'est que très bien, ok, j'aime les gens, pourquoi pas, j'aime les animaux, etc. Mais quand il s'agit de s'aimer soi-même et d'avoir le droit de recevoir tout cet amour inconditionnel, alors là, c'est plus compliqué. Oui, et ce premier travail est génial. Et puis de dire, je nous aime, je m'inclus, je me remplis d'amour et ainsi je suis rempli de qualité, je peux distribuer du bon amour ensuite. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, déjà une première démarche importante à faire avant peut-être même accessoirement et parallèlement d'envisager des projets de société, de parler politique, de parler économie, etc. Parce que sinon on est froid, on est dans un rapport de force qui ne fait rien avancer et on déplace les oppressions au fil des combats politiques. C'est ce qu'on a vu dans notre histoire contemporaine. Mais c'est vrai qu'au lieu de développer davantage l'amour, le véritable amour, on développe plus la compétition et on développe plus une sorte de rivalité par rapport aux autres. Donc on n'est pas, comme ce soir, à parler d'amour, mais dans la majorité des cas, on est plus en train de se percevoir comme une menace. Mais évidemment que ça renforce ce mouvement néolibéralisme parce que tout repose sur la compétition. Et c'est pour ça que c'est complètement obsolète aujourd'hui. C'est obsolète. Cette compétition nous nuit et surtout n'est pas du tout, encore une fois, efficace que pour quelques personnes qui sont au sommet de la pyramide. Mais pour nous, on en pâtit. On en pâtit à tel point, moi je vais être sincère avec vous ce soir, depuis le temps que j'encadre les gens, il y a des fois, enfin, il n'y a pas des fois, c'est je ne peux pas m'empêcher de poser la question aux personnes que j'accompagne. Notez-vous, donnez-vous une estimation de ce que vous représentez à vos yeux en termes d'amour sur une échelle de 0 à 10. La grande majorité, pour ne pas dire au moins 80% des personnes, se notent entre 5, 6 et demi. Pas moins, parce qu'il ne faut pas déconner, il ne faut pas passer non plus pour le blaireau de base. Et pas plus, parce que, bah non, en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attends, pour me mettre ça. Donc, à chaque fois, sans surprise, mais absolument sans surprise, entre 5 et 6,5 sur 10. Vous voyez un peu les conséquences. Ah oui, c'est incroyable. Mais je dis, mais pour quelle raison? Mais dites-moi, pour quelle raison on ne se mettrait pas davantage? Alors, les raisons, c'est, sans entrer dans les détails, mais ouais, mais j'ai rien fait de particulier de ma vie. Genre, il faut attendre, je sais pas moi, d'avoir sauvé la femme et l'orphelin, d'avoir sauvé le monde, ou je sais pas, d'avoir sorti un tube et d'être reconnu par tout le monde avant de s'estimer soi. Et je vous garantis une chose, quand on sort un tube, quand on est champion olympique, si on n'a pas fait un travail sur l'amour qu'on porte sur soi, on court devant une désillusion grande, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des choses à partir du moment où on a cette forme de pseudo-réussite. Je suis champion olympique, aïe, il va se passer des choses dans ma vie. Bah, à part la première semaine où oui, on est reconnu parce qu'on a plein de conférences, de médias, et après, il ne se passera absolument rien dans notre vie, hein, rien. On redevient avec ses propres peurs, machin. Donc, l'idée, bien sûr, c'est de développer, avant de faire la révolution, c'est de faire une sorte de révolution interne. Mais bien sûr que même, enfin, moi qui n'ai pas fait grand-chose de ma vie, et j'ai même pas le bac, il faudrait que je me mette combien alors sur 10? Voilà. D'où le titre. Voilà. D'où le titre. Un cancre dans les étoiles. Voilà. Donc du coup, les personnes comme moi, malheureusement pas bardées de diplôme, il faudrait de toute façon que j'ai moins de 5. Non, mais c'est au-delà de tout ça. Je pense sincèrement qu'on peut être tous à 8, 9 sur cette échelle de 0 à 10, mais sans aucun problème. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux et de regarder au fond de soi toute la qualité qu'on a. Mais ça, rares sont les moments où les personnes qui nous éveillent à tout ça. Vas-y, je te et puis je m'emballe. Mais non, au contraire, c'est super. C'est qu'au bout de 20 années à accompagner les gens, eh ben, ça me fait toujours mal.
Ouais. On ne s'estime pas à notre juste valeur. C'est pas qu'on va se mettre à 8-9, mais non. Genre, non, je me c'est une surenchère. Mais non, on peut être à 8-9. Mais pour monsieur et madame, tout le monde, comme moi, comme Guillaume, sans problème. Qu'est-ce qu'on est bien ensemble? La télé par la fenêtre. Ah, ça, j'aime bien celle-là de Gaëtan. Le Pennec, très bon ça, breton. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'on a grandi dans une société qui recherchait toujours, qui est issue de cette révolution industrielle encore, hein, qui cherchait la productivité, toujours, à nous rendre rentables, productifs. Et à l'école, c'est toujours ça. Hein, si on a 12, on doit avoir 13 sur 20. Si on a 13, on doit avoir 15. Si on a 15, on doit avoir 17. Toujours être productif, être chargé de devoirs, de connaissances qu'on rentre dans la tête, qui ne servent à rien. Moi, il y a un truc que j'aimerais avec les gamins, c'est qu'on leur apprenne à être heureux, à vivre heureux, à être ensemble, à chanter ensemble, à bien manger, apprendre à manger des choses qui font du bien au corps, plutôt que de se nourrir de cette horreur à la cantine, et puis ne pas avoir toujours l'impression d'être jugé, d'être noté, etc., etc. Enfin, qui crée un climat de rivalité permanente. On se voit ici, qui nous gouverne? C'est les gens qui sont le mieux sortis de cette course à la rivalité. Donc, c'est des gens qui sont ultra dans la compétition naturellement. C'est ceux qui sont sortis premiers des grandes écoles, des machins, tous les hauts fonctionnaires, ceux qui nous dirigent au gouvernement, etc. C'est pas, moi, j'ai pas de haine contre eux, etc. Ils sont sûrement excellents intellectuellement dans certains domaines, mais les gens qui gouvernent cette société et qui font les lois, donc que ce soit les dirigeants dans les multinationales ou les dirigeants politiques, ce sont des gens qui ont gagné cette course à la rivalité depuis tout petit. Ce n'est pas les gens les plus simples dans le cœur et qui rayonnent d'amour, etc. Ce sont des gens qui sont là pour des gagnants, voilà, dans le mauvais sens du terme, quoi. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'on est parti dans cette espèce de folie. Moi, je pense que ça va être très compliqué d'en sortir, évidemment, parce que on est dans le cadre vraiment d'un effondrement systémique, mais je sens vraiment, grâce à Internet, grâce au fait que nous relions, que c'est ça, hein, certains utilisent le mot l'ère du Verseau pour parler de cette nouvelle ère qui est sur Terre, en tout cas à laquelle on espère. Eh bien, c'est de voir on peut répandre cette connaissance universelle. C'est ça Internet. Alors évidemment, Internet, c'est aussi la publicité, c'est aussi un amoncellement de bêtises, etc. Mais c'est aussi des gens qui se réunissent, qui veulent penser autrement, qui veulent aller à l'essentiel. On est là pour ça ce soir. En tout cas, je ne sais pas si on le fait bien, mais on le tente. On a envie non pas d'être rebelle pour être rebelle, parce que moi, je trouve que c'est bien la rébellion, mais la violence, c'est des forces contre-productives qui vont renforcer même les personnes contre qui on dirige notre violence. Et je pense que cela ne nous empêche pas d'être insoumis, et cela ne nous empêche pas, même Gandhi appelé à ça, hein, appelé à la désobéissance civile, c'est-à-dire quand un État on arrive à être vraiment à sortir de la moralité, à être vraiment totalement injuste, etc., et trahir son peuple, ce qui avec la dictature aujourd'hui des multinationales, des firmes pharmaceutiques, des firmes du tabac, des firmes de l'armement, etc., ce sont les lobbies qui dirigent absolument tout. Nous vivons dans une forme de démocratie, mais qui est pour juste élire un roi qui va gouverner tranquille pendant 5 ans sans qu'on puisse le remettre en question. Du coup, je pense que, parce qu'on me pose cette question des fois, oui, mais ta non-violence, le fait de prôner l'amour, le travail introspectif, de propager cet amour vis-à-vis des animaux, vis-à-vis des gens, etc. Est-ce qu'à un moment donné, il ne s'agirait pas de passer à l'action concernant la désobéissance civile? Bien évidemment, s'il s'agit de sauver des vies, qu'elles soient animales, que ce soit humaines, etc. Enfin, je veux dire, quand on était sous le régime nazi, désobéir civilement pour sauver un train de personnes juives qui partaient, ou homosexuels ou communistes qui partaient dans un camp de concentration, ben, évidemment la désobéissance civile. Évidemment, mais là on parle toujours du fait de quelle énergie on met dedans. Est-ce qu'on est dans une intention de haine, une intention qui nous baisse tous nos vibrations, ou alors est-ce que maintenant on se tire vers le haut, on change de période en allant vers le haut et on nourrit en nous des choses beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus liées à l'amour, et on se dit bah maintenant on se prend la main, on arrête les rivalités, on arrête la concurrence, on arrête de se juger les uns les autres. Voilà, si quelqu'un fait des erreurs, bah tant mieux, cette erreur va nous servir à tous, à toutes et à lui-même, et on avance
avance ensemble. Et ça, j'ai l'impression qu'on a tellement, je finis là, je termine là, j'ai l'impression qu'on en a tellement bavé, parce que je m'emporte, je m'emballe, j'ai l'impression. Formidable leader, c'est naturel. Ah, je suis sur une tribune là, je suis sur mon banc au lycée, là, j'y vais. Donnez-moi le mégaphone. Mais si on veut aujourd'hui se tirer, voilà, c'est ça, se tirer vers le haut et se dire que on peut changer les choses, eh bien, il y a une nouvelle ère qui est là. On en a ras-le-bol de cette période de l'ego, de la starification, de la personnalité liée au XXe siècle, au début du XXIe siècle. On serait très bien que maintenant, faut être collectif, faut faire les choses ensemble, faut vivre ensemble, faut travailler ensemble sur des projets communs et viser des formes d'autonomie. C'est comme ça qu'on va créer des nouvelles graines. Alors, ça peut être lié aux éco-constructions, lié à la permaculture, lié à la méditation, lié au sauvetage d'animaux, lié à, je sais pas, apprenons à faire des nouvelles choses ensemble, de la cuisine végétale, etc. C'est plein de choses. Travailler ensemble, créer de nouveaux moyens de production, de nouvelles inventions technologiques, etc. Mais pour le bien commun et le faire ensemble. Pour moi, ça, c'est de nouvelles graines à poser et on peut toutes et tous le faire avec tous nos talents, quoi. Voilà. C'est à portée de main. C'est vraiment à portée de main. Si on y arrive, Guillaume et moi, c'est que je pense que tout le monde peut y arriver aussi. Guillaume, il est 21h40. On a une heure. Ah oui. On est déjà 10 minutes à la bourre. Qu'est-ce qu'on fait? On avait envisagé. Normalement, ça devait durer 3/4 d'heure plus des questions. Et franchement, il y a des super retours de votre part qui m'ont bien fait marrer. Il y a des bons. T'as repéré des retours. Mais comme là, il y a vraiment que souvent des bons commentaires, mais, tout le temps. Les amis, mais ça prouve, regarde, parce que finalement, on dit rien d'exceptionnel. C'est du bon sens. Quoi. Nous sommes une force, ben ouais. C'est simplement se relier, c'est ce qu'on dit ce soir, se relier les énergies les unes les autres, là, l'énergie de Guillaume, la mienne, tout, et la vôtre ensemble autour de valeurs comme la bienveillance, l'amour. Ouais. Mais déjà, ça serait une super belle réussite. Quoi. Et étendre tout ça. C'est communicatif, hein, moi, je pense. Beaucoup plus que la peur, etc. On est davantage attiré de toute façon vers ce qui brille. Et vers ce qui brille, c'est toutes ces belles énergies-là qui nous rassemblent ce soir. C'est évident. Donc voilà. Alors, Guillaume, qu'est-ce qu'on fait 21h41. Je sais pas, maintenant on fait de la guitare, c'est ça? T'as pas ta guitare, toi? Elle ne vole pas de travers. On va voir un étouffé en direct. Non, mais en tout cas, les amis, en tout cas, c'est. Ah, il y a une question là. Avez-vous des pistes à nous donner pour être actif de ce changement tant souhaité? Voilà, c'est une question intéressante, ça. Parce que c'est ça le problème, c'est comment on peut changer les choses, sachant que nous dépendons tous, toutes de grands cycles, hein. Les cycles de l'histoire humaine, les cycles sur la Terre, des cycles énergétiques, des cycles visibles, invisibles, liés à l'histoire, liés au matériel et des choses que l'on soupçonne moins. On ne peut, il y a des fins de période, des fins de civilisation, d'autres qui se. Voilà, j'ai quelque chose à dire à ce niveau-là. Ça y est, je m'emballe. Merde, on a branché notre Guillaume. Oh là là. Non, c'est que vous savez, on n'est pas prêt d'aller au lit. Oh, il est 00h30, on peut encore discuter 5 minutes, les amis. Et le gagnant des 2 livres, c'est celui qui éteint le dernier. Il y a la question de la fin. Ah oui, il y a la question. Un jour, raconte ça. Un jour, on avait discuté toute la soirée avec Thomas et Marion et ta chérie. Hein. Ouais. Et Thomas, qui s'apprêtait à partir, allait se coucher. Il devait être minuit, je sais pas. Oui, bien passé, quoi. Ou 1h du matin. Et la dernière question. Vers 2h, 3h du matin que minuit. Et la dernière question, je sais plus ce que je t'avais posé comme question, c'est genre quel est le sens de nos vies dans le monde, enfin une mission très très métaphysique. On était reparti pour 2h, hein, c'est le problème. Non, mais ce que je voulais dire, avec des questions, pas ce soir, s'il vous plaît. Ah, il y a Isabelle qui nous dit, non mais j'oublie pas ce que je voulais dire. Hein. Votre partage m'a ému aux larmes, merci pour tout cet amour partagé. J'ai déjà lu le livre de Guillaume et je suis d'ores et déjà impatiente de lire celui de Thomas. Merci beaucoup à vous deux. C'est gentil, merci Isabelle. Merci Isabelle. Marion s'en souvient. La dernière question, elle s'en souvient bien. Ah oui, c'est ma compagne, la fameuse dernière question. Et à chaque fois qu'on se revoit avec Guillaume,
tous les soirs, on fait toujours la même blague. Voilà. Alors, Ouais. dernière question. Non, on n'est pas très intelligent quand on est tous les deux. Ça, c'est vrai. On n'est pas toujours intelligent. Déjà, à la mais c'est base, pas grave. On est heureux. C'est ça l'essentiel. Hein. on n'a même pas besoin d'intelligence pour émettre plein d'amour. Donc, Guillaume, président. Ah ouais, ça c'est bien ça. Écoutez, président de quoi, on ne sait pas. Hein. Président. Bon, en tout cas, les amis, je voulais juste vous dire que on est probablement, parce qu'il s'agit d'être lucide. On nous dit des fois, hey, Guillaume, t'es gentil. Je sais pas si on dit ça de toi, Thomas, mais le happy effondrement, tout va bien se passer, etc. On est très lucide qu'on est sur une terre aujourd'hui où il y a énormément de souffrance. On en parle tous les jours. Enfin, je veux dire, moi, en plus, dans ma conférence, la souffrance des animaux, la souffrance des êtres humains, la souffrance des écosystèmes, de la planète, etc. On est très, très lucide. On vit dans une période, pour ceux qui connaissent, qui ont lu des livres, Yves Cochet, Pablo Servigne, etc., liés à l'effondrement, on sait très bien que nous sommes dans le cadre d'un effondrement systémique. Voilà, il ne s'agit pas de se leurrer, de se dire tout va bien se passer. Par contre, ce serait une erreur de se dire que, la nature n'a pas de pouvoir de résilience, parce que la nature a un grand pouvoir de résilience. On l'a vu là, elle peut très bien ressurgir assez facilement. Et l'être humain, c'est pareil. Pour moi, il a un grand pouvoir de résilience. Et c'est pas parce qu'on arrive à une fin de période, comme je disais tout à l'heure, qui est liée à une fin de civilisation, en tout cas avec cette organisation que nous avons, qui est liée à toujours plus de croissance, à ce capitalisme à outrance et à cette dépendance au pétrole. Ça ne veut pas dire que une fois que les choses vont s'effondrer, que ce soit lent ou brutal, on ne sait pas comment ça va se passer, mais tous les rapports scientifiques nous indiquent que ce n'est pas stable, ça ne peut pas durer. Eh bien, qu'est-ce qui va émerger? Alors, probablement qu'il y aura des passages difficiles, probablement qu'il y aura des tensions, voire des guerres, peut-être, on ne sait pas, mais liées au réchauffement climatique, au déplacement des populations, etc. Mais il risque aussi d'émerger de nouvelles inspirations, de nouvelles créativités, de nouvelles façons de faire ensemble, etc. Et moi, je pense que l'humanité a des ressources extraordinaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer un sale quart d'heure, les amis, mais ça veut dire que tout de suite, aujourd'hui, on peut mettre en place nouvelles choses, que ce soit techniquement, technologiquement et surtout dans le travail intérieur, de nouvelles choses à mettre en action pour poser des graines pour plus tard. Mais on ne peut pas précipiter le début de cette nouvelle période. On y arrive, mais on ne peut pas tirer sur l'herbe pour qu'elle pousse plus vite. Hein, on est obligé de faire en fonction des cycles qu'il y a. Et là, je pense qu'il faut que la situation aille encore un peu plus loin dans le malaise. Et le petit confinement qu'on a eu là, cette grande pause, c'est peut-être une petite répétition de ce qui risque de se passer dans un jeu de domino dans les mois ou dans les années qui viendront. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si, bah c'est exactement ça. Hein. Ouais, c'est exactement ça. On peut pas aller plus vite que la musique. Justement, c'est pour ça qu'on n'a pas de raison de craindre davantage ce qui va se passer. Il n'y a aucune raison. Si on doit y aller, c'est que c'est. Si on doit y aller brutalement, on ira brutalement, mais ça fera naître un élan bien meilleur que celui dans lequel on vit. On n'est pas en pleine réussite aujourd'hui, hein, sachant que voilà, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on est 80% de gens qui veulent changer de vie. Donc, fatalement, quand il y aura un changement après générationnel, de génération en génération, mais génération, j'entends un cycle d'économie, de société, je pense qu'elle sera bien meilleure de toute façon. On ne peut pas être pire quand même que 80% des gens qui veulent changer de vie. Donc, moi, je suis plutôt partisan de garder ce côté optimiste, de créer, comme dit Marie, l'union entre les uns et les autres, et d'accueillir avec bienveillance tout ce qui va se passer. Moi, je préfère, en tout cas, ça m'aide à le vivre de meilleure manière, de rester convaincu que c'est une des meilleures choses qui puisse nous arriver. Hein. Donc, moi, je resserre les liens aux personnes qui me sont chères, et comme ça, voilà, je me sens beaucoup plus fort, et vraiment pas du tout vulnérable par rapport à ce qui va nous arriver. Donc voilà, non, et plus encore une fois, on sera de gens à partager ce point de vue, et plus moi je me sentirai encore plus fervent défenseur de ce qu'on met en place, Guillaume et moi. Plus on sera nombreux. Ce soir, je ne sais pas combien on était, mais voilà, c'est ce qui m'anime. Voilà, rassemblons-nous. Si on pouvait dire un mot de la fin. Voilà, comme dit Robert, je ne me sens plus seul, c'est ça. Je crois qu'une des plus grandes souffrances que l'on peut ressentir, c'est une impression de solitude dans la vie. Ça, c'est une souffrance extrême.
C'est le moment aussi de ces nouvelles périodes qu'on pourrait imaginer de cesser avec cette solitude. On l'a vécu parce qu'on a été. Le problème, c'est que le confort nous a anesthésiés, il nous a individualisés, hein, nous a séparés les uns des autres. Quand je dis le confort, on estime que je sais plus combien on dit avec le pétrole qui est arrivé, on a eu l'équivalent, nous, même les gens très simples qui vivaient dans ces sociétés de consommation, l'équivalent de 200 esclaves pour nous servir chaque jour. Donc on vit mieux que des rois à l'époque, certains rois à l'époque, alors qu'on peut être un simple citoyen dans notre société. Je parle en France, etc., en Angleterre, aux États-Unis, etc. Le truc, c'est que évidemment que ce confort nous a anesthésiés totalement dans notre façon d'être responsable de nous-mêmes, de ce que l'on mangeait, de penser et de faire les choses ensemble. Bon, maintenant qu'on a vécu ce sale trip, on va dire, de l'ego et de la séparation, ça va être le moment de nourrir de la joie collective et de se rassembler, les amis. Et effectivement, on ne peut pas dire, il y a quelqu'un tout à l'heure qui nous a demandé, et je pense que Thomas sera d'accord avec moi pour dire que nous ne sommes pas devins et que nous ne voyons pas l'avenir, donc on est très humble par rapport à ça, nous a demandé, mais quand c'est ce grand changement? Si grand changement il doit y avoir, il faudra d'abord qu'il y ait une opportunité, c'est-à-dire qu'il y a un grand vide dans cette société, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une vacation du pouvoir, qu'il y ait quelque chose, parce que là, pour l'instant, on voit bien que tout est bien étagé, les lobbies nous maintiennent tout bien en place, les médias sont possédés par les plus grands milliardaires de la planète, mais si les choses se déstabilisent, il va y avoir de l'espace pour créer quelque chose. Et c'est à ce moment-là que si on nourrit bien des choses intérieurement et tous ensemble ce que l'on fait, eh bien peut-être qu'on pourra, qui sait, poser les bases d'un autre monde, mais tout en restant très humble sur les cycles et on ne sait pas ce qui va se passer exactement. Et d'ailleurs, c'est la magie de la vie. Hein, voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait dire ce soir. Alors bien sûr, on pourrait rester encore longtemps et répondre à vos questions. Ça fera peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, Guillaume, l'objet d'un autre live en prenant davantage le temps de répondre à vos questions. Sinon, on va faire un live de 3 heures. Ouais. Et ça serait peut-être moins pertinent. Pour moi, c'était vraiment l'essentiel, c'était partager ça avec Guillaume et partager ces belles valeurs-là. Et à lire vos commentaires, je pense que vous aussi, vous les partagez en masse. Donc, moi, ça me réconforte, ça me donne encore plus d'allant. Et demain, je vais me réveiller en disant, allez, c'est bon, c'est nous qui avons compris ce qui se passe. Et je pense que il faut être patient aussi, même si je pense pas qu'il faille s'attarder pas trop sur toutes les images qu'on voit aussi à la télé des files d'attente pour aller à McDo. Ou même, hein, j'ai vu aussi, on m'a parlé d'images à la télé de personnes qui faisaient la queue pour entrer dans un magasin. Je crois que c'était le magasin de Zara à Bordeaux ou Marseille, je sais plus, à Marseille. Voilà, c'est des amis à Marseille qui m'ont parlé de tout ça. C'est pas grave. Moi, je préfère me focaliser sur le nombre croissant de personnes qui commencent à être responsables en se disant mais qu'est-ce que j'ai dans mon assiette? Ça me passionne beaucoup plus que les autres qui vont faire la queue pour aller au McDo. Je m'en fiche. Par contre, moi, ce qui me motive, c'est oui, on passe de peut-être, j'en sais rien, moi, de 10 000 personnes à suivre Guillaume à 50 000 aujourd'hui ou 60 000. Voilà, mais je me dis qu'on y arrive, on y va. Et après, je pense que ce sera exponentiel. Mais tranquille, soyons patients les uns les autres. C'est ça que j'aime bien chez Tom, c'est quelqu'un de très terrien, très ancré, cool, c'est un surfeur, donc il va se nettoyer dans les éléments, dans la mer, etc. Allons-y, tranquille les gars, c'est bien, ça fait du bien Tom, ouais. Ça fait du bien. Attends, voilà, merci Thomas, c'est un plaisir que tu sois avec nous. Ah, mais c'est gentil, merci Michel. Alors, on a chacun fait des lives sur nos pages respectives. Alors, les amis, si vous voulez aller venir sur nos pages, Thomas Samut, préparateur mental, il fait des lives une fois par semaine, tous les mercredis soirs. Donc, allez vous abonner à sa page. Et puis, pour les... je parle pas de sport. Hein. Attends, répète parce qu'on t'a pas entendu. On t'a pas entendu. Ah oui. Non, juste une chose. Rassurez-vous, sur mes lives, je parle pas de sport. Hein, je parle de bienveillance, d'amour, enfin bref, de comment déverrouiller les freins, comment s'estimer davantage, comment se libérer en fait, hein, comment avoir accès à son trésor intérieur, parce qu'on a tous et toutes évidemment un trésor insoupçonné à l'intérieur de soi. Et on a tous les clés en nous pour déverrouiller ce coffre-fort et vivre la vie qu'on mérite de vivre. Donc, voilà, c'est le thème de mes lives.
Et puis, bien sûr, l'élève de Guillaume, mais ça, bon, ça vous le savez. oui, c'est bien. bah oui, bah voilà, on fait des lives et puis des conférences et puis de la méditation ensemble. Alors, j'ai les gagnants, les gagnantes, Non, j'ai j'allais deux oublier. gagnantes. Et Cool. moi, je pense que les femmes sont quand même un peu en avance sur les hommes sur le plan de la conscience. Bah, Et ça va venir. Ça va venir je- chez les autres. Ça vient très vite. c'est en train de venir, mais numériquement, je vois sur ces pages-là, numériquement, j'ai pas de, comment dirais-je, d'analyse à faire, etc., et pas d'avis sur la question. Mais je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont promptes à défendre, par exemple, la cause des animaux, la cause d'autrui, etc. Peut-être parce qu'elles-mêmes, elles vivent depuis longtemps une forme d'oppression plus importante dans cette société que les hommes. Donc peut-être sont plus enclines à être attentives à l'oppression des autres. Ça, c'est peut-être un facteur. Bien sûr. Alors attends. Oui, je t'en prie, vas-y Tom. Parce que c'est vrai que nous, les hommes, entre guillemets, c'est vrai qu'on est très tôt conditionnés à générer de la compétition et que c'est moins propre aux femmes. Et je milite évidemment pour cette nouvelle vague en fait qui arrive, qui va nous amener à un autre changement, soit conduite par des femmes, une grande majorité de femmes, parce que voilà, ça fera du bien en fait au monde entier que ce monde-là devienne de plus en plus féminin. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Et y compris développer, nous les hommes, la partie féminine. La partie féminine, bien sûr. Dans l'énergie, hein, dans les deux pôles, pôle masculin, pôle féminin que nous avons toutes et tous, mais peut-être. Alors, bon, on en reparlera, ça fera l'occasion d'autres réflexions. Les gagnants. On donne les gagnants. Alors, les gagnants, il y a Stéphanie Sévérac. Bravo Stéphanie, tu as gagné le livre Un cri pour la terre. Voilà. Nous sommes heureux donc de te l'offrir. Bravo. J'aurais dû avoir un bouton applause, tu vois. Et alors, Oriane de Prémila qui a gagné un cancre dans les étoiles. Alors attends. Bravo. C'est vrai? Oui, pourquoi? Parce que tu connais? Oui, je connais. C'est ta sœur? C'est qui? Non, c'est une ancienne nageuse avec qui j'ai eu le privilège d'accompagner. Enfin, ouais, c'est génial. C'est marrant et c'est franchement, c'est pas. Et elle n'avait pas le livre? Je sais pas si elle a lu le livre. Elle nous envoie un message. Eh ben, elle l'offrira alors si jamais. Oui. C'est marrant quoi. Alors, en tout cas, merci vraiment à toutes et à tous. Écologique dit les hommes sont là aussi. Solidarité masculine, évidemment, c'est important. Hein. C'est que voilà, on se met tous un petit peu dans ce schéma aujourd'hui de bienveillance, d'attention pour les autres. En tout cas, c'est notre souhait. Voilà, chacun fait ce qu'il veut parce que Tom et moi, on est vraiment pour préserver la liberté de chacun. Notre but n'est pas d'influencer, de convaincre les gens, c'est de développer des choses. Si ça peut aider, eh bien tant mieux, parce que nous, on l'a vécu sur notre chemin, dans notre chemin à chacun. On a galéré, on a souffert, on s'est posé des questions, on s'est planté. Et on va continuer à se planter. Et on va continuer de se planter. C'est ce qui nous fait du bien. Et puis, on avance. Et si on peut partager, ben voilà. Voilà. En tout cas, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Moi, en tout cas, je me suis régalé à raconter tout ça, les anecdotes et ce qu'on pense. C'est juste un point de vue. Hein. Comme dit Guillaume, on n'est pas là pour convaincre. Et voilà, j'étais ravi de faire ça avec Guillaume. Ça me donne envie de continuer. Bon, et on va se revoir. Qu'est-ce que tu en penses? Ça vaut le coup qu'on se revoie? Ma foi. La prochaine fois, c'est moi qui viens en Bretagne. Dès qu'on a le droit c'est-à-dire vers 2023, qu'on a le droit de dépasser les 100 km, je viens en Bretagne pour que tu m'apprennes à surfer parce que ça, c'est un truc qui nous manque. J'ai toujours pas surfé avec toi. Bientôt. Bon, et puis on fera bientôt, c'est sûr, on trouvera une thématique et apparemment vous avez été. Merci pour tous vos commentaires, hein, les chéris, vraiment c'est génial. Et on fera un live, un de ces quatre, hein, sur une thématique qui nous intéresse. Et pourquoi pas même des choses tous les deux. Hein. En Alsace, il faudrait que tu viennes un week-end, qu'on fasse des week-ends complets tous les deux. Ça pourrait être intéressant, ça. Ou autre part. Bien sûr. Bon, gros bisous les amis. Voilà. Vous continuez tous vos commentaires. Voilà.
Je les passe de temps en temps comme ça. Merci de nous donner des pistes pour un vrai changement de mentalité. Une deuxième. Ouais, on en fera une deuxième. Voilà. Bon, merci les amis. Bientôt 2023. De toute façon, le temps passe très vite. En tant qu'artiste, en tant que musicien, c'est la première fois que j'en rappelle. Ouais, tu vois, tout arrive, hein, Tom. Ouais. Ah, tu as une question, Thomas? Ouais. Alors, je ne sais pas si je t'en ai parlé encore. Isabelle te demande, est-ce que tu viendras à la future grande fête? On a décidé avec Léonie et l'équipe d'Appearance Now, Mélissa, etc., de faire une grande fête avec toute l'équipe de méditation et puis tous ceux qui veulent venir autour d'Appearance Now pour fêter le déconfinement une fois que ce sera tout terminé, d'organiser un grand truc, un week-end, enfin en tout cas toute une journée, une soirée, ça c'est sûr. Est-ce que tu viendras avec nous? Ah ben, si mon emploi du temps le permet, ce sera avec grand plaisir. Oui, Isabelle. Bon. Je suis sûr que ton emploi du temps le permettra. Ouais. Allez, tu vas pas nous faire un coup, j'ai surf ce week-end-là. Non, pas toute la journée. Tu viendras surfer sur le canal, là, à Strasbourg, à Ilkirch. Bon, ben écoutez, on évite Sandrine nous dit. On évite Oui. la dernière question du coup. Tom, il faut que je te demande, quand même, juste avant de partir. Oh la vache. Pourquoi quelque chose plutôt que rien? Voilà, très bien. Vous voyez, c'est ce genre de dernière question. Franchement, pourquoi? Bon, allez, on arrête. J'en sais rien, voilà. Voilà, on se posera la question dans une autre incarnation. On n'a pas le temps. Allez, bon, je coupe. Gros bisous, les amis. Ouais, ce sera où et quand la fête? Ce sera quand on aura le droit de se regrouper, parce qu'on sera un petit nombre, et puis ce sera du côté de Strasbourg, en Alsace. Si je peux venir, ce sera avec grand plaisir. Mais oui, regarde, il y a Monique qui dit oui, Tom, avec nous pour la grande fête. Voilà, et ben voilà, t'es obligé maintenant. Attends, c'est pas une obligation. Voilà. Bon, allez, salut tout le monde. Ouais, salut, à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. À très très bientôt. Ouais. Ciao. Alors je vais essayer de l'arrêter. Ouais, c'est ici. Salut. Ciao, à très vite. Ciao, Tom.